Oui, le micro, c'est bon. Merci. Bienvenue à tous, bienvenue à cet atelier. Le thème a été défini déjà, donc pas de souci pour ça. Nous vivons dans une époque de développement informatique sans précédent. On observe ces derniers temps beaucoup d'évolutions. Le cloud en fait partie et avec ses promesses d'innovation et de flexibilité, est-il vraiment en fait ce qui est marqué ici, une révolution ou une illusion? C'est le thème en fait justement de la journée. J'aurai l'honneur en fait d'animer ces échanges et je laisserai ces messieurs se présenter. Je suis Eric Sionnet de chez Sésame. Je donnerai un peu plus d'infos tout à l'heure. Xavier, je te laisse te présenter. Oui, donc Xavier Rebeuf, je suis Chief Product and Technology Officer chez Sopra Banking Software qui fait des core banking, éditeur de logiciels et ISV. Oui, bon après-midi, je suis Yves Dupuis, je suis responsable de l'activité Global Banking chez AWS, qui est la partie du groupe Amazon qui s'occupe du cloud. Donc certains ont pensé que c'était un point d'observation intéressant pour répondre à la question. Ça marche, merci. Juste pour ma part, Eric Sionnet, Chief Delivery Officer chez Sésame. Je pense pas, alors autant AWS, je pense que vous connaissez, autant Sopra, je pense que vous connaissez. Sésame, FinTech, spécialisé dans la controverse ESG. On s'appuie énormément sur la data et sur l'intelligence artificielle et évidemment le cloud. Donc je suis un peu là pour ça aussi. Xavier, chez SBS, en tant qu'acteur de la transformation des banques, quelles sont vos principales observations? Alors, on commence déjà à avoir quand même un certain recul sur tout ce mouvement vers le cloud. Et moi, je le diviserai en deux vagues. Il y a eu une première vague chez nos principaux clients qui ont été de se dire le cloud, c'est surtout de la réduction des coûts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre notre legacy et on va faire ce qu'on appelle un lift and shift, c'est-à-dire on va l'emmener tel quel dans le cloud et de manière miraculeuse, les coûts vont s'effondrer. En fait, cette première vague, elle a été un peu déceptive quand même, au final. Ça ne veut pas dire que les clients ont abandonné, mais ça veut dire que finalement, ils ont repris un peu de recul et ils se sont dit, mais finalement, le cloud, ce qu'il faut en faire, c'est d'abord en tirer la valeur que ça porte et puis bien sûr, avoir cette économie. Alors, cette valeur, qu'est-ce qu'elle porte? D'abord, l'élasticité. On ne peut pas prendre un monolithe, le mettre dans le cloud et espérer que ça se comporte correctement au niveau de l'optimisation. Et donc, il y a quelque chose, une modernisation à faire. Pas seulement du lift and shift. La deuxième promesse du cloud, en fait, finalement, qui est très intéressante, c'est le time to market. Comment je peux faire pour finalement apporter mes innovations, apporter ma valeur ajoutée plus vite sur le marché. Et puis, un aspect qui est très important, je pense qu'on aura largement le temps d'y revenir, c'est tout ce que je peux faire autour de la valorisation de mes données. Et nous, en tant qu'éditeur de logiciels bancaires, on sait qu'il y a une mine d'or là-dedans. Et cette exploitation de la donnée, ajoutée en plus avec de l'intelligence artificielle, on voit bien qu'on ouvre toute une possibilité de panels qui sont complètement nouveaux, on va dire, et complètement innovants pour ce domaine. Il y a eu un article très intéressant de Bank of America, je crois que c'était cet été, en fait, qui disait, mais finalement, ça revient presque à repenser les process de la banque. En fait, il faut se positionner en se disant, finalement, j'assume une disruption jusque même dans ma façon de faire de la banque. Il y a des choses qu'il faut qu'on simplifie, il y a une complexité historique, et je pense que ceux qui sont en train de réussir dans ce domaine, ils sont vraiment repartis sur ce nouveau paradigme de dire, remettons les choses à plat. Ça marche, merci beaucoup. Yves, côté AWS, quelles sont vos observations sur le sujet? Alors effectivement, il est bien évident que tous les établissements bancaires dans le monde entier n'avancent pas à la même vitesse. Il y a eu plusieurs vagues, il y a eu plusieurs tentatives. Certaines ont été incroyablement successful, d'autres un petit peu moins. Mais moi, ce que j'observe, c'est un mouvement général. Je ne connais pas de banques qui reviennent en arrière. Et la question, c'est en fait à quelle vitesse? Effectivement, dans notre activité au niveau mondial, et puis je reviendrai après un petit peu plus sur le cas particulier de la France,
il y a effectivement maintenant un nombre très important de banques qui ont atteint un niveau de maturité pour lequel ils peuvent dire le cloud est notre environnement un peu par défaut. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont déployé partout. Évidemment, le poids des legacy dans le secteur bancaire reste important, même pour les grands acteurs les plus modernes. Mais c'est la première intention. Donc ça, il y en a vraiment un certain nombre. Et même quelques-uns qui sont des banques traditionnelles qui sont quasiment complètement dans le cloud pour toutes leurs activités. Donc ça commence à devenir des choses qu'on rencontre. On rencontre beaucoup maintenant de gens qu'on qualifie nous de scaling up, c'est-à-dire qu'ils sont en phase d'accélération. Et là, ce sont des processus intéressants d'adoption, de change management, de transformation. Et on voit que les choses s'accélèrent très vite pour ces entreprises et un peu de toute taille. Et puis effectivement, il y en a quelques-unes qui sont encore en phase où j'essaye, je tâtonne, mais il y en a effectivement de moins en moins. Ce que je constate, c'est qu'il y a encore 5 ans, on pouvait rencontrer des gens qui vous disaient « Ah, le cloud, jamais chez moi, je suis un cas particulier, je suis unique au monde, la France, c'est différent. » Ça devient des cas très, très rares et je pense que ça va devenir vraiment l'exception. Alors, pourquoi on en est dans cette adoption qui est quand même assez massive, hein, il faut le reconnaître, même si elle a pris une dizaine ou une quinzaine d'années et quelles sont un peu les typologies. Il y a plusieurs facteurs, de mon point de vue, qui interviennent. D'abord, la stratégie et presque la culture des entreprises. Est-ce qu'ils étaient plutôt make ou plutôt buy ? Il y a des banques qui, historiquement, fabriquaient leur propre software. C'était une source de fierté, prétendument une source de différenciation. Et puis d'autres qui, dès le départ, achetaient plutôt des solutions prépackagées. Il est bien évident que ceux qui fabriquaient eux-mêmes, en fait, ont vu l'intérêt plus tôt, d'abord parce qu'ils avaient plus d'équipes qui étaient formées, plus entrepreneuriales, plus dans le software engineering, etc. Donc, ont adopté beaucoup plus vite. Celles qui étaient plutôt dans le buy, ils ont dû attendre qu'une offre de solutions packagées en SaaS, Software as a Service, émerge, et on va en parler. L'autre élément, c'est que la taille, évidemment, joue. Les grands établissements systémiques, les Tier 1, ont la taille pour investir, ont des équipes, ils peuvent se payer des spécialistes, fabriquer et constituer des équipes, des centres d'expertise cloud. Pour une toute petite banque, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Puis il y a le modèle opérationnel aussi. Souvent, ça a commencé dans des banques assez décentralisées où il y avait 2-3 gars dans un coin qui trouvaient ça génial et puis qui l'ont fait un peu par esprit d'aventure. Ça n'a pas toujours persisté dans le temps. Et aujourd'hui, là où ça marche vraiment, c'est quand le cloud est le modèle industriel de la banque avec des équipes centralisées. Ça n'empêche pas l'agilité, bien au contraire, mais ça nécessite d'avoir des process qui sont très rigoureux. Et puis enfin, il y a un petit caractère géographique quand même, il ne faut pas se mentir. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Asie sont quand même plus en avance, ont montré plus d'ouverture d'esprit à ça. Les banques en Europe continentale, dans l'eurozone en gros, sont un petit peu moins en avance, même si je constate que dans des pays comme l'Espagne, en fait, il y a de très gros établissements bancaires qui investissent très fortement et avec des réussites assez brillantes. Ça marche, merci. Justement, sur ce retour d'expérience, Xavier, toi, qu'est-ce que tu observes chez SBS ? Que disent les clients concrètement qui ont initié cette initiative ? Alors, c'est vrai que nous, on a cette spécialité, on va dire, d'être aussi un éditeur de logiciels qui existait depuis très longtemps dans le legacy. Et donc, finalement, on accompagne nos clients dans la durée. Bon, ça nous permet d'avoir un certain recul là-dessus. D'abord, c'est vrai que tout le monde parle du cloud. Moi, je n'ai pas un seul client qui tient la position qu'il y avait il y a 3-4 ans en disant « pas chez moi, je suis très bien dans mon mainframe et tout va bien ». Donc ça, c'est un premier choix. Deuxième choix, il y a quand même un débat qui continue en France, cloud privé, cloud public. Je ne suis pas un dogmatique. Je pense qu'on peut obtenir déjà un certain nombre d'avantages sur le cloud privé. Je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. Mais finalement, nous, chez SBS, on est fondamentalement convaincus que le cloud public, il apporte une capacité d'innover, d'avoir un écosystème bien plus important que ce qui existe dans les clouds privés. Donc, nos clients, ils en débattent aussi beaucoup autour de ça. Deuxième sujet,
qui les occupe, c'est finalement de passer à des services managés, donc ce qu'on appelle des software as a service. Et finalement, pour moi, pour nous, en tant qu'SBS, c'est changer un peu notre mode de fonctionnement et devenir encore plus partenaire du client. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Je consomme un service, je le consomme à l'usage. Donc finalement, moi, le succès de mon client en tant qu'SBS devient mon propre succès. S'il ne s'en sert pas, moi, je ne gagne pas d'argent. S'il s'en sert beaucoup, je gagne beaucoup d'argent. C'est se rapprocher du business du client par rapport au modèle qu'on avait classique. On vendait une licence, de la maintenance, et puis après, quel que soit l'avenir du client, c'était complètement différent. Donc je pense que les clients veulent de la flexibilité dans ce cloud, des managed services. Je rejoins tout à fait Yves. Nous, on est un acteur européen. En UK, c'est un no-brainer. Prendre un service dans le cloud public pour faire de la banque. On a, je ne la citerai pas, mais on a une très grosse banque Tier 1 qui fait ça avec nous dans Amazon, et il y a eu absolument zéro débat. En Belgique, Hollande aussi, je pense que on va dire le marché a déjà un peu basculé. En France, ça commence à venir. On passe quand même encore beaucoup de temps, notamment sur les aspects de sécurité, pour démontrer que finalement, on est capable de faire aussi bien que le on-premise. Et moi, personnellement, je suis même convaincu qu'on peut arriver à faire mieux, d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'il faut être rigoureux, faut être strict là-dedans, mais le chemin existe. Les clients commencent à basculer. Donc pour l'instant, on est sur en France, je parle du marché français, on est sur des choses un peu plus périphériques que le cœur de métier. C'est par là en général que ça commence. Et puis l'appétit venant en mangeant, on va beaucoup plus loin. Ça marche, merci. Là, on vient d'avoir un retour d'expérience de Sopra Banking Software. Toi, Yves, tu es responsable des partenariats, notamment avec les éditeurs de solutions bancaires. Quelles observations fais-tu d'une manière générale? Effectivement, parce que le développement du SaaS, en fait, a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui sont plutôt des éditeurs de solutions d'entreprise, du style Salesforce, SAP, ServiceNow, les grands noms. Et en fait, ça commençait par là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la taille, ils s'adressaient à tous les secteurs d'activité, ils avaient aussi une ambition qui leur a permis de conquérir le monde. Et le cloud était un choix qui s'est imposé très rapidement pour eux. Et donc, c'est là où en fait, le développement du SaaS a réellement commencé. Alors aujourd'hui, il faut quand même constater que dans le secteur bancaire, ces acteurs-là sont relativement peu présents. Il y a assez peu de SAP, il y a un peu de Salesforce, il y a pas mal de ServiceNow, et il y a plein d'autres plus petits. Mais le sujet n'est pas entièrement là pour transformer les banques. Donc si on en revient sur les éditeurs de solutions plutôt métiers, dans le domaine du core banking, Xavier l'a mentionné, des paiements, de l'assurance, des marchés de capitaux, etc., il est bien évident que ces acteurs ont été un petit peu attentistes dans un premier temps. Ils avaient des positions établies, il y avait un modèle économique qui fonctionnait relativement bien, il a été décrit là. La réalité, c'est que ce modèle-là, il n'est pas disparu, mais il est de plus en plus un modèle du passé. Et pourquoi? À la fois sous l'effet de la concurrence, parce qu'il y a quand même des nouveaux acteurs, et puis de la demande des clients. Mais surtout parce que les éditeurs ont réalisé que c'était dans leur intérêt. Un des processus les plus pénibles dans cette activité-là, c'est de faire les mises à jour tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. C'est des trucs qui peuvent coûter des millions, prendre des mois, voire sur les logiciels de salle de marché, ça peut prendre 18-24 mois. C'est un coût formidable, et ce qui fait que la plupart des banques utilisent des très vieilles versions de solutions qui peut-être étaient très bien il y a 10 ans, qui sont peut-être très bien aujourd'hui. Elles payent le plein prix, mais ils n'utilisent que les vieilles fonctionnalités. Donc le vrai sujet, effectivement, du SaaS, c'est de mettre à disposition les 10 nouvelles features, la sécurité au dernier cri, etc., etc. Et donc, d'un point de vue économique pour l'ensemble de l'industrie, c'est quand même ça le driver principal, j'ai envie de dire. Ça marche, merci beaucoup. Très intéressant, et je vais justement rebondir chez Xavier, puisque en tant qu'éditeur,
de solutions logicielles, bancaires. Quelle a été l'évolution? Qu'est-ce que tu as pu observer sur cette bascule, l'apparition du cloud et cette évolution vers le SaaS? Eh ben, nous, en fait, on était forcément dans cette mouvance-là. Avec le parc installé qu'on avait sur la superficie et sur du legacy, il a fallu se réinventer. Ce qu'on a décidé il y a quelques années chez Sopra Banking, c'est de se dire on va l'assumer, la disruption, et ce que j'expliquais pour les clients, on va se l'appliquer à nous-mêmes. C'est-à-dire on va commencer par réécrire en cloud native, en tirant parti exactement de tout ce que je disais sur le cloud, et on va rebâtir un core banking. Le sujet, il n'était pas de tout faire d'un coup. Évidemment, c'est impensable. Et de toute façon, comme je le disais, nos clients qui confient sur nous, ils attendaient une approche progressive de transformation. Donc en fait, ce qu'on a regardé, c'est par quel bout on commençait. Et en fait, quand on regarde un système bancaire, il y a, je vais simplifier, pardon à mes amis banquiers, mais il y a deux types de choses. Il y a des choses qui gèrent des flux et il y a des choses qui gèrent du stock. Par exemple, des paiements, c'est du flux. Pour moi, même la tenue de compte, je la considère comme étant du flux parce qu'il y a sans arrêt des interconnexions. Par contre, un portefeuille de crédit, etc., c'est plutôt du stock. Donc, qu'est-ce qui permet de tirer parti du cloud au tout début? C'est le flux. Donc, on a commencé par les paiements. Et on a commencé par les paiements aussi pour une raison simple, c'est que tous ceux autour de la salle le savent très bien, la réglementation a beaucoup évolué. Donc de toute façon, tout le monde était je veux dire, condamné à changer. Donc autant faire ce saut-là en même temps. Donc on a commencé par toute la chaîne paiement, la chaîne de la tenue de compte, et on va dire avoir une banque de dépôts dans le cloud. En même temps, ce qu'on a proposé à nos clients, c'est de dire on vous ouvre les logiciels traditionnels que vous avez, et au lieu d'implémenter des nouveaux services comme l'instant payment directement dans le legacy, eh ben on vous propose tout simplement d'aller consommer un service sur Amazon. Et si vous voulez en plus être efficace, on peut vous emmener pour le coup ce legacy sur Amazon aussi pour pouvoir aller consommer directement et plus efficacement sans avoir un système hybride. Ça, c'est une proposition de valeur qui a pas mal séduit nos clients. Et je dois avouer que ça connaît quand même pas mal de succès. Donc, j'ai parlé de ça. Je pourrais parler aussi du reporting granulaire que la réglementation impose. Parce que là, c'est pareil. C'est encore du management de la donnée. On peut utiliser un écosystème, on peut vraiment leverager le cloud. Et donc, on est dans cette transformation-là. On voit bien que ça prend. Après, bien sûr, on a aussi des clients qui démarrent sur du greenfield et qui démarrent directement dans un système homogène. Ce n'est pas la majorité des cas. Tout le monde a besoin de faire cette transformation. Tout le monde a un existant, en général. OK. J'aimerais bien avoir le retour justement d'Amazon sur comment Amazon accompagne justement les éditeurs de solutions logicielles pour devenir SaaS provider. Naturellement, le rôle d'Amazon ne se limite pas à mettre à disposition nos data centers. Certains croient encore que le cloud sert essentiellement à stocker ses photos de vacances. Et donc, il y a aujourd'hui pas loin de 300 services AWS qui vont effectivement du compute, mais offrent toute une série de solutions pour gérer les données, gérer la sécurité. Et on parlera bientôt de l'intelligence artificielle dans quelques minutes. Donc, les éditeurs de solutions bancaires, comme tous nos clients, ont accès à toutes les solutions d'AWS. Mais ce qui est plus remarquable, c'est que notre mission, c'est surtout de les aider à devenir des leaders du SaaS, s'ils ne le sont pas déjà. Et ça comporte plusieurs dimensions. Évidemment, d'abord, de moderniser leur infrastructure, leurs solutions. Xavier en a parlé. Il est bien évident que de faire du lift and shift quand on a un éditeur de logiciel, ça peut être acceptable un temps pour une partie, mais ça ne permettra pas d'avoir réellement une offre compétitive par rapport à des fournisseurs digital natives.
Donc il s'agit de moderniser. Ça commence souvent par le moteur de base de données, ça peut impliquer une containerisation, et puis il y a plein d'autres solutions autour de ça. Donc le premier levier, c'est de les aider à moderniser en apportant notre expertise et notre boîte à outils. Et puis de façon plus intéressante, j'ai envie de dire, mon boulot, c'est aussi de les aider à commercialiser leur offre en s'appuyant sur la présence d'Amazon et d'AWS chez beaucoup de clients, dans beaucoup de pays, et donc d'avoir des actions de marketing conjoint. Aujourd'hui est un bon exemple en termes de communication, mais il nous arrive régulièrement d'aller ensemble parler à des clients. Et puis on a, et c'est un peu moins connu, ce qui s'appelle l'AWS Marketplace, qui est un peu l'équivalent d'Amazon.com, mais pour le software, et qui est déjà le leader mondial de cette activité-là. Et donc on aide aussi nos partenaires à vendre sur ce nouveau canal de distribution qui est assez innovant, mais très performant. Donc ce sont des exemples de collaboration, et effectivement, la collaboration qu'on a avec Sopra Banking Software est un bon exemple de ce type de collaboration. Ça marche. Je rebondis juste sur AWS Marketplace. On y pense sérieusement aussi chez Sésame. Déjà, on fait des tests avec nos datasets qu'on met à disposition sur les environnements AWS pour qu'on puisse justement, les personnes intéressées par des volumes de données et des choses très filtrées, déjà les prêtes à consommer. Donc ça rejoint en fait un peu ce que tu dis. Xavier, tu as parlé de l'évolution justement du modèle en fait de SBS. Ça apporte énormément en interne, j'imagine. Concrètement, quels sont les bénéfices aussi pour les clients? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je crois qu'on a déjà effleuré un peu le sujet. Le pay-per-use est quand même quelque chose de fondamental pour les clients. L'accélération de la livraison de la valeur ajoutée, mais aussi, on va se le dire, de la correction des bugs, l'augmentation de la réactivité est quelque chose de fondamental. Nous, on a certaines lignes produits sur lesquelles on pousse des nouvelles versions 2 fois par semaine et ça fonctionne. C'est vraiment le modèle qu'ont mis en place les gros industriels dont on a parlé avant. Ça a un impact aussi sur le TCO, ça je le disais, donc le Total Cost of Ownership, finalement ce que coûte l'IT. Et ça il y a quelque chose qui va de pair et qui devient de plus en plus important, on le voit bien dans tous les appels d'offres, c'est l'empreinte carbone. En fait, finalement, nous, on a démontré qu'à fonctionnalité équivalente, même si on compte toutes les couches du cloud, etc., parce que souvent, tout le monde pense que c'est très énergivore, etc., finalement, on a fait des benchmarks et on a beaucoup travaillé avec Amazon là-dessus. On arrive à démontrer que notre legacy est quand même plus gourmand en énergie que, même tout compris, que nos services sur Amazon. Et ça, c'est quand même un aspect nouveau et qui m'a personnellement, quand j'ai vu les ordres de grandeur, très agréablement surpris. Est-ce que tu as quelques éléments? Tu sais en fait pourquoi justement il y a cette différence entre le legacy et le cloud? Le fondamental derrière, c'est quand même cette fameuse élasticité. Et comme on a repensé nos process dans on va dire, quand on assume cette disruption, comme je le disais dans les paiements par exemple, eh bien en fait, on ne traîne plus ce legacy, on ne traîne plus cet empilage d'évolutions qu'on a fait pour le règlement, et on a fabriqué quelque chose de beaucoup plus modulaire, avec les modules beaucoup moins fortement couplés, et du coup, ça donne une réelle efficacité à l'exécution, et qui se ressent évidemment dans la consommation. Top, merci pour les infos. Yves, on parle beaucoup de SaaS, point de vue éditeur, on a vu tout ça. Est-ce que tu as des éléments complémentaires sur la vision client? Qu'est-ce que ça apporte en fait? Non, mais effectivement, Xavier a mentionné les principaux. Le time to market, la vitesse d'innovation, c'est quand même ce qui drive le plus les clients. La scalabilité, évidemment, c'est le grand plus de pouvoir utiliser plus de capacités on demand sans avoir besoin de provisionner à l'avance. C'est le concept même du cloud. Et donc, ça drive l'optimisation des coûts. Et puis, la sécurité, il est de plus en plus reconnu que, en fait, au contraire, on offre une meilleure sécurité dans le cloud. En tout cas, on peut, si on fait les choses comme il convient, d'avoir une sécurité qui est bien supérieure. Et c'est d'ailleurs de plus en plus reconnu, même par les régulateurs bancaires. Donc, ça, c'est le point fort. Alors après, il faut être conscient que
les solutions SaaS reposent sur les choix que font les éditeurs. Nous offrons la boîte à outils. Ça dépend quand même de l'artisan qui utilise les outils. Et donc, on est dans des logiques, ce qu'on appelle le shared responsibility model, à savoir que nous, on sécurise nos infrastructures, puis après, les gens jouent avec la boîte de Lego, et le résultat ne dépend essentiellement que de la façon dont tu utilises ces Legos-là. Et donc ça, c'est un élément important. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les éditeurs pour leur donner les best practices, revoir leur design, leur architecture, pour s'assurer qu'on suit les règles de l'art. Donc ça, c'est pour les éditeurs. Alors après, pour les clients, bon, les bénéfices ont été décrits. Moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que Xavier vient de dire, c'est que en fait, les solutions SaaS sont souvent une première porte d'entrée dans le cloud pour justement des clients qui sont plutôt buy plutôt que build. Et donc, tous les process de validation de sécurité, de compliance, de data, etc., sont faits d'abord sur les solutions cloud et sur les solutions SaaS. Et donc, c'est un premier round qui est un peu plus facile, en tout cas, un premier saut d'obstacle qui est un peu plus facile que de développer en interne. Donc ça, c'est le premier élément. Mais si le SaaS était un peu l'apanage des petites banques, des tiers 2, tiers 3, la réalité, c'est que de plus en plus, même les grandes banques utilisent des solutions packagées parce qu'elles n'ont plus le temps de tout faire. Elles réalisent aussi qu'elles ne le faisaient pas nécessairement très bien, pas toujours en tout cas. Et donc, le sujet du cloud, c'est aussi la standardisation des process, de fabriquer des utilities au niveau du marché, de l'industrie, parce que c'est une industrie dont les process sont assez peu normés. Et donc d'un point de vue industriel et stratégique, ça apporte aussi ça. Et puis enfin, le cloud apporte la capacité à traiter une grande masse de données. Historiquement, dans les banques, les données appartiennent au système transactionnel, ce qui pose des gros problèmes de cohérence de données, d'utilisation des données. Les mettre dans le cloud permet, avec les outils modernes, d'accéder à toutes ces données-là pour être dans des logiques d'hyper-personnalisation. Et c'est le lien de la guerre en termes de différenciation, plutôt sur l'expérience client que sur le back-office en ce moment. Tout à fait. Tu parles de volume de données, en fait. Nous, c'est un gros sujet. Chez Sésame, évidemment, on a un peu débriefé juste avant de se présenter. Nous, on traite des dizaines de millions de documents par jour qu'on analyse, etc., etc. On stocke en masse. Derrière, on utilise des modèles d'intelligence artificielle pour analyser ces contenus. Dans le domaine bancaire, forcément, l'intelligence artificielle, la matière en fait, que tu évoques, la donnée que tu évoques, forcément, il y a des choses à faire. Xavier, quel est ton avis là-dessus ? Ah ben là, c'est évident, c'est la cerise sur le gâteau du mouvement vers le cloud. Pour moi, ce qui est important déjà, c'est de se dire que si on a assumé cette disruption, si on est parti sur des modèles finalement qui sont beaucoup plus temps réel, ça on n'en a pas trop parlé. On vient d'un système qui fonctionnait beaucoup par batch dans les banques historiquement. Et là, qui commençait à poser des problèmes parce que la couche engagement, c'est-à-dire la couche B2C, finalement, elle tourne 24 heures sur 24 et les comportements des utilisateurs ont changé. Et par rapport à un système avec batch, ça pose de plus en plus de problèmes. Donc c'est sûr que ce qu'on amène avec le cloud aussi, c'est ce temps réel. Ce temps réel se retrouve aussi sur cette fameuse donnée. C'est-à-dire que tous nos services ont une architecture data mesh qu'on appelle derrière. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, un service qui fait une action met en temps réel la donnée associée à cette action à disposition pour un système externe ou pour un de nos systèmes internes. Donc en fait, on est d'un système transactionnel qui était la difficulté avant, qui était une boîte complètement fermée, finalement à une boîte qui met à disposition une quantité de données en temps réel qui est hyper intéressante. Donc, nous, bien sûr, on en tire parti. Alors, ça se tire parti sur ce que j'appelais donc la couche engagement, c'est-à-dire le B2C, c'est l'hyper-personnalisation, finalement, du parcours client. Parce qu'en fait, on a tout ce qui se passe en temps réel. Et si on exploite correctement cette donnée, un assistant, comme vous pouvez en imaginer, peut avoir le contexte du client et être beaucoup plus pertinent dans ses propositions. Nous aussi, il y a toute une partie qui est plutôt à direction de la banque.
En fait, cette mise à disposition de données, on a fait plusieurs offres autour de nos produits pour détecter des comportements de clients avec l'intelligence artificielle. Donc, on est sur de la détection de churn, c'est-à-dire des gens où on voit par leur comportement qu'ils s'apprêtent peut-être à quitter la banque et donc on peut alerter le banquier pour lancer des actions spécifiques sur ce client. Nous ne le mettons pas dans tout ce qui est l'octroi de crédit parce que c'est très réglementé et bien sûr l'intelligence artificielle pour l'instant ne peut pas démontrer qu'il n'y a pas de biais dans ses calculs. Par contre, une fois que le crédit est accordé, avant d'aller sur le recouvrement, quand on peut observer des comportements ou des difficultés à régler, par exemple, ça peut être aussi quelque chose qui peut aider la banque avant qu'il ne soit trop tard pour proposer des solutions à ses clients. Il y a des milliers de cas, de use cases comme ça qui peuvent être intéressants. On en parle beaucoup avec notre base de clients installés. Et je veux dire, on en a à chaque fois de plus en plus, et en plus qui peuvent s'implémenter grâce à l'intelligence artificielle très rapidement. Avant que je passe la main à Yves, juste une dernière question à Xavier, justement. Désolé Yves. Justement, tu peux développer un petit peu. Tu commences à faire des tests avec certains clients. Vous commencez à embarquer, à avoir sur une thématique, un use case en particulier, travailler main dans la main. Oui, bien sûr. On a travaillé sur tout ce qui était chatbot, beaucoup avec certains clients. On a travaillé aussi sur l'automatisation des tâches de back-office, parce qu'il y a encore énormément de tâches manuelles dans les banques dans lesquelles l'intelligence artificielle peut apporter des choses. Alors on avait commencé historiquement avec les RPA et les systèmes plus simples. Maintenant on voit qu'on peut avoir de plus en plus et on travaille surtout sur l'interface des back-office justement pour leur apporter le contexte client, leur apporter les informations pertinentes du client. Parce que c'est bien beau de dire on présente un 360 du client, mais en fait, ça fait beaucoup d'informations. L'intelligence artificielle étant capable de suivre en temps réel ce qui se passe, propose les informations pertinentes aux conseillers ou au back-office. Super, merci. Yves, justement, toi, sur l'IA, qu'est-ce que tu observes dans le domaine bancaire? Quelles sont les tendances, les évolutions ou les initiatives? Bon, j'observe d'abord beaucoup d'agitation, puisqu'on vient de vivre une période qui est extraordinaire depuis 6-12 mois. En gros, toutes les banques, c'est à celle qui fera le plus de POC sur Generative AI. Donc c'est une phase d'agitation où beaucoup de gens cherchent quel problème pourrait être résolu par ce nouvel outil. Donc c'est une solution qui cherche son problème. Donc ça ne garantit pas forcément aujourd'hui des résultats économiques extraordinaires, mais ça montre quand même un intérêt réel et qui vient de tout le monde, effectivement, qui a été ouvert par une nouvelle offre. Il y a des capacités qui n'existaient pas il y a encore un an, mais c'est un peu la ruée vers l'or, clairement. Donc beaucoup de projets lancés par plein de gens, mais en fait, quand on regarde, ça rentre essentiellement dans deux catégories. C'est l'expérience client. C'est tout ce qui se voit. J'ai parlé de l'hyper-personnalisation, mais c'est vraiment ça le thème. Et en fait, la productivité commerciale. Donc c'est quand même, les gens essaient de focaliser leurs investissements sur la génération de PNB, plus que sur des aspects back-office. Là où nous, on a énormément de succès, et c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est sur les call centers, parce qu'on a une solution de call center qui est complètement et nativement basée sur l'intelligence artificielle et qui a un succès incroyable dans le secteur bancaire au niveau mondial, puisque les outils de call center dans les banques sont assez lourds, assez anciens, étaient plutôt drivés pour répondre à des questions de service client, pas forcément de vente client. Et donc là, c'est un changement de paradigme qui est assez intéressant. Alors oui, le bilan est trop tôt pour tirer un bilan économique. Le bilan pourrait changer tous les jours. Il y a des nouvelles offres toutes les semaines. Mais le simple fait qu'il y ait autant d'agitation montre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Moi, je me souviens quand
quand les premiers modèles de machine learning sont sortis, il n'y avait pas autant d'excitation. Quand il y avait la blockchain, tout le monde en parlait, mais personne ne faisait rien. Là, les gens font beaucoup de choses quand même. Donc il y a quelque chose. Le potentiel est là. Ce qui est bien évident, c'est une banalité, mais les gens ne le réalisent pas nécessairement, c'est que pour qu'il y ait intelligence artificielle, il faut qu'il y ait des données derrière. Ça ne marche pas si on n'a pas les données, et les bonnes données, des données accessibles et de grande qualité. Et donc, c'est des domaines dans lesquels, effectivement, les banques sont un peu en retard. Elles ont plein de données, mais alors, reste à savoir la qualité. Elles ont géré la compliance, elles ont mis en place plein de process de gouvernance. Pour autant, est-ce que ce sont des données fiables et utilisables et qui ont une valeur ajoutée en termes de marketing? Ça reste à définir. Et puis, là encore, si on veut être efficace, faire 2-3 pilotes dans un coin, c'est sympa. On peut bien se marrer, mais la réalité, c'est que les banques, ce sont des processus industriels. Donc, il s'agit effectivement d'avoir des plateformes, des process, des compétences, des outils. Et c'est ce que fait AWS, c'est de mettre à disposition des plateformes pour que les data scientists, mais aussi les gens qui sont simplement des analystes, des gens du marketing, des gens des métiers, puissent soit utiliser, soit développer leur propre modèle d'intelligence artificielle, générative ou pas d'ailleurs. Donc notre valeur ajoutée, elle est réellement dans la plateforme, parce que sur la plateforme vient la sécurité, la compliance et les process de livraison qui sont industriels. Donc ça, c'est une grande différenciation. Notre point de vue, c'est que les futurs modèles qui vont s'établir comme étant les leaders ne sont pas forcément nés encore. Il y en a plein qui sont sortis, beaucoup sont dans les journaux, mais la messe n'est pas dite. Et donc il y aura beaucoup d'innovations. Ce ne sont pas forcément les plus gros modèles qui auront le plus gros succès, parce qu'ils sont quand même très chers et très gourmands en énergie. Donc il va y avoir encore un bon moment avant que ça se stabilise. Et donc là encore, l'approche et la culture Amazon, c'est offrir le plus grand choix au plus grand nombre dans un contexte sécurisé. Et c'est ça qu'on fait. Et puis, pour ce qui concerne spécifiquement les éditeurs de logiciels, comme Xavier et Sopra Banking, nous, on offre deux choses. D'abord, nos outils d'intelligence artificielle générative peuvent aider grandement dans les processus de fabrication du code. Et c'est probablement là la meilleure utilisation de Generative AI, c'est dans le développement du software. Dans la gestion des opérations aussi, la gestion des exceptions, les alertes, etc. Et puis enfin de développer des capacités, des nouvelles fonctionnalités en utilisant les capacités d'intelligence artificielle, et donc d'enrichir le produit et de faire là encore la différence par rapport à ce que soit les banques sont capables de faire, soit leurs concurrents sont capables de faire. Et donc là, il y a une course à l'innovation dans laquelle on peut grandement outiller et favoriser nos partenaires. Merci. Je regarde, il nous reste 3 minutes. Juste pour illustrer un tout petit propos que tu évoquais sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'acteurs, la générative AI en fait se développe énormément, il y a une multitude d'acteurs. Juste pour illustrer le propos, nous justement en fait on a développé différentes choses. On s'appuie sur la générative AI pour certains de nos processus et on ferme pas la porte justement à tout ce qui se développe. Donc il y a plusieurs solutions et nous en fait justement systématiquement lorsqu'on met en œuvre un nouveau modèle, systématiquement on fait un benchmark. On benchmark en fait l'ensemble des solutions en place et régulièrement dès qu'il y a les mises à jour, on relance en fait le nouveau benchmark et on a cette capacité justement à switcher en production concrètement sur un modèle ou sur un autre. Donc c'est aussi une des flexibilités du cloud, pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre. Ça marche. Quelques mots pour cette conclusion? Alors, pour répondre à la question. Alors moi, je suis passionné par ça, donc je vais dire révolution, mais on va dire révolution douce. Vous avez bien compris que notre objectif chez nous, c'était d'accompagner nos clients à aller vers cela. Je trouve que, alors évidemment, sur le Gen AI, j'en profite, on n'a pas parlé de l'impact sur le développement du côté éditeur. Ça, il y aurait 3/4 d'heure à passer là-dessus. C'est une sacrée révolution aussi. Pour nos clients, pour moi, c'est un champ de possibilités qui s'ouvre si on comprend bien les enjeux, si on est bien guidé dans le chemin pour ça. Donc pour moi, très clairement, oui, c'est une petite révolution. Merci Xavier. Yves? Moi, je vais faire court. Je dirais que si c'est une illusion collective. Plus sérieusement,
Si on regarde le marché et la stratégie, il me paraît évident qu'il y a eu, dans les 10-15 dernières années, l'évolution de beaucoup de néobanques, de fintech, etc. Et toutes ont démarré sur le cloud nativement, puisque c'était ça qui était disponible et c'était la dernière technologie disponible. Est-ce que ça a été une révolution ? Oui et non, c'était une révolution puisque tous ces acteurs-là ont pris quand même des parts de marché significatives. Pour des nouveaux entrants, on disait il y a des barrières à l'entrée, les banques sont bien établies, la réglementation les protège, le gouvernement veille sur elles. C'est vrai, mais il y a plein de nouveaux acteurs qui se sont établis dans le paysage. Sans le cloud, il ne serait jamais arrivé. Est-ce que le cloud a suffi à ce qu'elle soit rentable ? Pas nécessairement, puisqu'il y a quand même d'autres choses que la technologie pour faire une banque. La technologie pèse probablement pour un tiers de la compétitivité, c'est pas négligeable, mais ça suffit pas. Et puis, c'est quand même un monde où il y a une forme d'inertie des clients. Donc, même si elles perdent le nouveau stock et les nouveaux clients, les jeunes, il reste de la marge. Mais quand même, beaucoup de choses se sont faites. Mais j'ai envie de dire, ce que ça offre le cloud, ça offre la possibilité aux acteurs traditionnels de devenir aussi compétitifs que les néobanques et les digital natives s'ils s'organisent bien. Et à contrario, j'ai envie de dire, ce sera une révolution si elles ne le font pas, parce que pour le coup, elles seront débordées. Donc ça ne dépend que des banques de s'en saisir. Merci beaucoup pour ces conclusions, messieurs. Merci à vous d'avoir assisté à cet atelier, à cet échange. Merci bien, bonne fin de journée.